Nous sommes déjà en 2026. Prenez une seconde pour vraiment réaliser ce que cela signifie. Pas comme un simple chiffre sur un calendrier, pas comme un titre qui défile sur votre écran, mais comme un moment précis où l'histoire, les prophéties, les peurs et les attentes semblent se télescoper les unes dans les autres. Car depuis des siècles, l'humanité murmure à propos de cette année. Certains la redoutaient, d'autres la balayaient d'un revers de main, d'autres encore s'y préparaient en silence. Et maintenant que nous y sommes, la question n'est plus de savoir si quelque chose se déroule sous nos yeux, mais combien de signes nous avons laissé passer sans les voir. Vous avez forcément entendu parler de Nostradamus, l'une des figures les plus controversées ayant jamais oscillé entre mysticisme et folie. Un homme dont l'Église se méfiait, que les puissants craignaient, et sur lequel les universitaires modernes continuent de débattre. Mais imaginez un instant que plusieurs interprétations de ces écrits désignent directement l'année 2026, et que certains des événements évoqués ne soient plus spéculatifs, symboliques ou théoriques, mais en train de se produire sous nos yeux. Maduro, Trump, des flots de sang, une guerre sur mer. Tout cela est visible ici même. Avant d'aller plus loin, rendez-moi un petit service. Si vous avez déjà été fasciné par les motifs cachés de l'histoire, par ces liens inexplicables entre passé et présent, ou par cette sensation que le monde bascule plus vite que quiconque ne veut l'admettre, appuyez doucement sur le bouton « J'aime ». Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui questionne la réalité un peu plus profondément que la moyenne. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, car une fois entré dans cette conversation, il n'y a plus de retour en arrière possible. Et si vous souhaitez soutenir le travail qui consiste à relier tous ces points, envisagez de devenir membre de la chaîne ou de laisser un super merci. Cela aide vraiment à maintenir cette exploration en vie. Maintenant, reprenez votre souffle, car à partir de là, ça devient encore plus profond. Nostradamus n'était pas un voyant au sens où la culture populaire le présente. Il était médecin astrologue, docteur de la peste et un homme profondément marqué par le traumatisme. Au XVIe siècle, il a assisté, impuissant, à la mort de sa femme et de ses jeunes enfants emportés par la peste, des vies qu'il n'a pas pu sauver malgré ses connaissances médicales. Cette perte ne l'a pas seulement brisé, elle l'a transformé. Selon plusieurs historiens, c'est après ce drame qu'il s'est retiré de la vie publique pour se plonger obsessionnellement dans les textes anciens, l'astrologie et les Écritures, en particulier l'Ancien Testament. Non pas pour prédire l'avenir par gloire ou par pouvoir, mais selon ses propres mots, pour avertir l'humanité. En 1555, il publie « Les prophéties », un recueil de 942 quatrains cryptiques. Pas de date, pas de nom, pas de chronologie claire. Juste des fragments, des images de feu, de sang, de rois, de guerre, de cieux assombris et de civilisations qui basculent. Cette ambiguïté est précisément la raison pour laquelle son œuvre a traversé les siècles. Elle ne se périme pas, elle attend. Alors comment les analystes relient-ils Nostradamus à 2026 ? Ils ne prétendent pas qu'il a écrit explicitement l'année. Au lieu de cela, les interprètes se concentrent sur des motifs numériques, des références répétées au 26, des cycles de bouleversements et des séquences d'événements qui correspondent de façon troublante à la géopolitique actuelle. Est-ce de la numérologie interprétative ? Absolument. Est-ce prouvable ? Non. Mais quand l'interprétation commence à se heurter à la réalité, il devient beaucoup plus difficile de l'ignorer. L'un des vers les plus débattus dit « Le grand homme sera frappé en plein jour par la foudre ». En surface, cela semble mythique, presque théâtral. Mais Nostradamus parlait rarement au sens littéral. La foudre, dans son langage, symbolise souvent une force soudaine, une exposition publique, une trahison ou un bouleversement politique violent. Pas la météo, mais le pouvoir. Posez-vous la question. Quand un dirigeant politique solidement installé est-il tombé de façon si soudaine, publique et décisive pour la dernière fois ? Dans les développements récents qui ont choqué une grande partie du monde, Nicolás Maduro,
qui régnait sur le Venezuela depuis des années sous des accusations de contrôle autoritaire, a été capturé lors d'une opération clandestine. Un régime qui paraissait inébranlable a été déstabilisé en quelques heures. Pour les spécialistes de Nostradamus, ce n'était pas seulement de la géopolitique. C'était une prophétie qui résonnait à travers le temps. Certains vont plus loin et suggèrent que cet événement s'inscrit dans un réseau plus vaste de manœuvres de pouvoir, impliquant des figures comme Donald Trump, dont l'influence, les soutiens et la portée politique continuent de défier les attentes conventionnelles. Que vous l'admiriez ou que vous vous y opposiez, son rôle dans la redéfinition des alliances mondiales est indéniable. Certains chercheurs l'ont même surnommé « Roi Donald », un titre qui devient glaçant quand on le lit à côté des références répétées de Nostradamus au roi qui refuse de tomber. Et c'est là que les choses s'accélèrent. Un autre quatrain part d'un grand essaim qui apparaît la nuit pour tendre une embuscade. Encore une fois, pas des insectes, pas la nature, mais un mouvement coordonné, une force collective, une stratégie qui se déploie dans l'obscurité. Certaines interprétations associent l'image des abeilles et des ruches aux systèmes autoritaires, structurés, disciplinés, unifiés. D'autres y voient des coalitions politiques qui agissent discrètement pendant que le public dort. Ce qui est troublant, c'est à quel point cela colle au jeu de pouvoir moderne. Arrestation soudaine, opération de nuit, décision prise à huis clos, résultat révélé seulement quand il est déjà trop tard pour intervenir. Que vous interprétiez cet essaim comme des mouvements politiques, des alliances militaires ou des forces idéologiques, le message reste le même. Quelque chose se met en mouvement, pendant que la plupart des gens ne regardent pas. C'est là que j'aimerais vous entendre. En regardant ceci, demandez-vous, ces motifs vous paraissent-ils aléatoires ou avez-vous l'impression que les pièces s'emboîtent? Laissez vos réflexions en commentaire, car les insights les plus précieux viennent souvent de la conscience collective, pas de l'observation solitaire. Nostradamus ne s'arrête pas là. Un autre vers décrit 7 mois de grande guerre, des gens tués par le mal. Le roi ne faillira pas. Lisez cela lentement. 7 mois, pas des années, pas des décennies. Une période de conflit contenu, mais intense. Les analystes suggèrent que cela pointe vers une confrontation entre des leaders dominants. Chacun convaincu d'avoir raison, chacun refusant de reculer. Et encore une fois, le langage du roi apparaît. Pas nécessairement la royauté au sens littéral, mais des figures qui exercent un pouvoir comme s'ils étaient couronnés par la loyauté populaire plutôt que par le sang. Si cette interprétation tient, alors 2026 n'est pas le début du chaos. C'est l'allumage d'une confrontation qui couvait en silence depuis des années. Et si la guerre éclate sur Terre, l'histoire nous enseigne qu'elle ne reste jamais confinée là. L'un des vers les plus glaçants de Nostradamus parle d'environ 7 navires. Une guerre mortelle en mer, un conflit naval, des eaux stratégiques, le contrôle des routes commerciales. Cette prophétie connaît un regain d'attention en raison des tensions croissantes en mer de Chine méridionale, où les différends territoriaux risquent de dégénérer en quelque chose de bien plus destructeur. Les analystes soulignent que 7 nations, la Chine, Taïwan, le Vietnam, la Malaisie, Brunei, l'Indonésie et les Philippines, sont directement impliquées dans ces différends. 7 entités, 7 navires, 7 forces qui tournent autour des mêmes eaux volatiles. Et au centre de tout cela se trouve la mer de Chine méridionale, une région dont l'instabilité pourrait redessiner les lignes de pouvoir mondial en une seule nuit. Si vous êtes toujours avec moi à ce stade, c'est le moment où je vous demande de faire vivre cette vidéo. Partagez-la, commentez, interagissez. Parce que des discussions comme celle-ci ne doivent pas rester dans l'ombre. Elles doivent éclater au grand jour, là où les idées s'entrechoquent, évoluent et réveillent les consciences. Mais nous sommes loin d'avoir fini. Loin de là. Car Nostradamus n'a pas seulement averti d'une guerre, il a averti d'un basculement. Nous allons maintenant explorer la prophétie qui évoque l'Est qui s'élève, tandis que l'Ouest perd sa lumière. La référence mystérieuse au sang dans une région réputée pour sa neutralité, et le vers final qui suggère non pas la destruction,
mais la transformation. Restez donc là. Nous sommes dans la zone interconnectée et 2026 ne fait que commencer. L'une des prophéties les plus discrètement troublantes attribuées à Nostradamus est aussi l'une des plus simples dans sa formulation. Elle parle de feux qui s'élèvent à l'est, tandis que l'ouest perd sa lumière en silence. Pas d'apocalypse hurlante ici, pas de catastrophe immédiate, juste un glissement lent et irréversible. Et c'est précisément cette subtilité qui la rend si dérangeante. Pendant des siècles, le pouvoir mondial a coulé vers l'ouest, économiquement, militairement, culturellement, idéologiquement. L'Occident ne dominait pas seulement des territoires, il dominait les récits. Il décidait de ce que signifiait le progrès, ce qu'était la réussite, ce que devait ressentir la liberté. Mais Nostradamus n'a pas décrit l'Occident s'effondrant dans les flammes. Il le décrit s'éteignant doucement, presque inaperçu par ceux qui y vivent. Pendant ce temps, l'Est ne progresse pas furtivement dans son imagerie. Il s'élève activement, intentionnellement. Le feu a toujours symbolisé l'énergie, l'industrie, l'innovation, la force. De nombreux analystes modernes interprètent ce passage comme un rééquilibrage du pouvoir mondial où l'influence passe de la domination occidentale vers l'ascension orientale. Et quand on parle de cela aujourd'hui, la conversation se tourne inévitablement vers la Chine. L'ascension de la Chine n'est pas soudaine. C'est précisément le point. Elle a été méthodique, patiente, stratégique. Des projets d'infrastructures à travers les continents, des alliances économiques remplaçant l'occupation militaire, une influence qui s'étend non par l'invasion, mais par la dépendance. Cela colle de façon étrangement précise à l'imagerie de Nostradamus. Pas de conquête, mais de remplacement. Pas d'effondrement, mais de transition. Et cela soulève une question difficile que je vous invite à laisser mûrir et peut-être même à répondre en commentaire. Si le pouvoir change sans explosion, sans méchants évidents, sans fin dramatique, la plupart des gens s'en rendraient-ils seulement compte? Une autre prophétie qui connaît un regain d'attention parle de sang qui déborde dans un lieu longtemps connu pour sa neutralité. Le vers mentionne le Tessin, une région du sud de la Suisse, calme, montagneuse, paisible, historiquement épargnée par les grandes guerres qui ont ravagé l'Europe. La Suisse, après tout, a bâti son identité sur la neutralité. C'est l'endroit où l'argent se cache pendant le chaos, où la diplomatie se réfugie quand le monde brûle. Alors pourquoi le Tessin? Cette question a déconcerté les chercheurs et les analystes. Nostradamus n'était pas imprécis avec la géographie. Quand il nommait un lieu, cela avait un sens. Le Tessin, avec ses lacs, ses glaciers et son calme, représente la stabilité, la permanence, l'intouchabilité. Et pourtant, la prophétie parle de sang qui déborde. Pas un filet, pas un accident, mais une inondation. Certains théoriciens pensent que ce vers est symbolique, pointant non vers une violence littérale au Tessin, mais vers l'effondrement de la neutralité elle-même. Dans un monde où chaque nation est poussée à choisir son camp, où la guerre économique remplace les champs de bataille traditionnels, la neutralité devient impossible. Même les endroits autrefois considérés comme intouchables se retrouvent entraînés. Puis est survenue une coïncidence troublante. Dès le tout premier jour de l'année, un incendie dévastateur a éclaté dans une station de ski suisse. Des dizaines de personnes ont péri. Beaucoup d'autres ont été grièvement blessés. Bien que l'emplacement ne soit pas exactement le Tessin, il était suffisamment proche pour faire hausser les sourcils chez ceux qui suivaient déjà les vers de Nostradamus avec une attention renouvelée. Les analystes ont rapidement mis en garde contre des conclusions hâtives. Mais le timing, le symbolisme, la proximité, c'était suffisant pour rouvrir le débat. Est-ce ainsi que les prophéties se réalisent? Pas comme un unique événement catastrophique, mais comme une séquence de signaux, chacun facile à écarter isolément, mais de plus en plus difficile à ignorer ensemble. C'est là que le scepticisme et la curiosité se heurtent. Et cette collision est saine, car Nostradamus n'exige pas la croyance. Il exige l'attention. Un autre fil qui traverse ces interprétations
et l'idée d'une instabilité prolongée plutôt que d'une guerre décisive unique. 7 mois de conflits, des tensions navales, des coups politiques, des bouleversements économiques. Ce ne sont pas des fins nettes, ce sont des processus étirés qui épuisent les populations, brisent la confiance et redéfinissent ce que signifie « normal ». Et si l'on y réfléchit, l'épuisement est peut-être le mot le plus juste pour décrire le monde moderne. Les gens sont fatigués. Fatigués des crises, fatigués des cycles d'indignation, fatigués de sentir que le sol se dérobe sans cesse sous leurs pieds. Et cet épuisement crée de la vulnérabilité. Il rend les sociétés plus faciles à remodeler, à réorienter, à contrôler. Nostradamus n'a peut-être pas connu le terme « guerre de l'information », mais il comprenait suffisamment la psychologie humaine pour en décrire les effets. Pourtant, malgré toute cette obscurité, Nostradamus n'a jamais peint l'avenir comme désespéré. L'un de ses vers les plus énigmatiques parle d'ombre qui tombe, suivi par l'émergence d'un homme de lumière. Et c'est là que les interprétations divergent radicalement. Certains y voient un leader littéral, un réformateur, un unificateur, une figure qui surgit après le chaos pour redéfinir la direction. D'autres y voient un symbole, représentant un changement de conscience plutôt qu'un changement de gouvernance. Pas un sauveur, mais un réveil. Et cette interprétation change tout. Car si l'homme de lumière n'est pas un individu unique, mais un changement collectif de conscience, alors la prophétie ne consiste pas à regarder l'histoire se dérouler. Elle consiste à y participer. C'est là que se trouve la zone interconnectée. Non pas pour vous dire quoi croire, mais pour vous inviter à voir les connexions que d'autres négligent, à questionner les temporalités, à remarquer les motifs, à comprendre que prophétie, histoire et psychologie sont souvent des langages différents pour décrire le même phénomène. Alors je vous pose la question directement, et j'aimerais que vous répondiez honnêtement en commentaire. Pensez-vous que l'humanité se dirige vers l'effondrement ou vers la transformation? Et pensez-vous que la prise de conscience se propage assez vite pour faire une différence? Et maintenant, nous allons tout relier. Les guerres, les transferts de pouvoir, le symbolisme, la psychologie et le rôle que vous jouez peut-être sans le savoir dans tout cela. Car la possibilité la plus troublante n'est pas que Nostradamus ait eu raison, mais que nous soyons exactement là où il s'attendait à nous trouver. Tout au long de ses écrits, un motif traverse ces textes que beaucoup manquent parce qu'ils sont distraits par les dates, les catastrophes et les images spectaculaires. Sous les guerres, sous le sang, sous les rois et les empires qui tombent, il y a un thème plus discret qui se répète encore et encore. L'humanité ne s'effondre pas à cause d'un seul événement. Elle dérive lentement, confortablement, sans se rendre compte qu'elle a déjà franchi le point de non-retour. C'est ce qui rend l'idée de 2026 si troublante. Si Nostradamus prédisait un unique moment apocalyptique, il serait plus facile de l'écarter. Une date, une explosion, une catastrophe indéniable. Mais ce n'est pas ce que décrit son œuvre. Au lieu de cela, elle ressemble à un délitement au ralenti. Instabilité politique superposée à des tensions économiques, superposée à un épuisement social, superposée à une fragmentation psychologique. Rien de tout cela n'est nouveau. Ce qui est nouveau, c'est à quel point ils se synchronisent. Observez comment fonctionnent les conflits aujourd'hui. Les guerres ne commencent plus par des déclarations. Elles débutent par des récits, des sanctions, des opérations cybernétiques, des pressions économiques, des campagnes d'information conçues pour déstabiliser la confiance avant même qu'un seul coup de feu ne soit tiré. C'est pourquoi les références de Nostradamus à la tromperie, à la fausse paix et aux mouvements cachés résonnent si fortement de nos jours. Il ne décrivait pas la technologie moderne, mais il comprenait la manipulation. L'un des éléments les plus négligés de ses prophéties est son obsession pour la perception. La lumière qui s'estompe, les ombres qui grandissent, la vérité obscurcie. Ce ne sont pas de simples ornements poétiques. Ils décrivent d'une population qui ne peut plus distinguer ce qui est réel, ce qui est exagéré,
et ce qui est délibérément mis en scène pour provoquer des réactions. Et quand la perception s'effondre, le contrôle devient aisé. Pensez à la vitesse à laquelle l'indignation remplace désormais la compréhension, à celle à laquelle les opinions se forment sans réflexion, à la rareté des pauses pour se demander qui tire profit de la peur que l'on ressent. Ce n'est pas accidentel. Et Nostradamus savait qu'une population désorientée est bien plus vulnérable qu'une population conquise. C'est pourquoi tant de ses vers semblent contradictoires. Chaos suivi d'ordre, destruction suivie de renouveau, obscurité suivie d'illumination. Car l'effondrement dans sa vision du monde n'est pas une fin, c'est un filtre. Dans les parties précédentes, nous avons parlé d'une guerre durant 7 mois, d'un conflit naval, d'un transfert de pouvoir de l'Ouest vers l'Est. Mais et si ces événements n'étaient pas séparés? Et s'ils étaient les symptômes d'une même transformation sous-jacente? Un monde qui s'éloigne de structures anciennes qui ne lui servent plus, même si personne ne s'accorde sur ce qui devrait les remplacer. C'est là que l'idée de l'homme de lumière devient cruciale. Beaucoup de spectateurs cherchent instinctivement une figure de proue, un leader, un sauveur, quelqu'un à désigner en disant « c'est lui que Nostradamus voulait dire ». Mais l'histoire fonctionne rarement ainsi. La vraie transformation ne s'annonce presque jamais par un seul individu. Elle se propage par les idées, par des changements de conscience, par des moments où suffisamment de gens commencent à poser les mêmes questions inconfortables en même temps. Et cette possibilité devrait vous inquiéter, car si la prophétie ne consiste pas à attendre que quelqu'un d'autre répare les choses, alors elle replace discrètement la responsabilité sur le collectif, sur la société, sur la culture, sur les individus qui choisissent la conscience plutôt que la distraction. Cela recadre tout. Cela signifie que 2026 n'est pas un compte à rebours. C'est un seuil. Un moment où les systèmes bâtis sur d'anciennes hypothèses commencent à craquer sous de nouvelles réalités, où les récits centralisés perdent leur autorité, où les gens soit se rendent à la confusion, soit apprennent à la naviguer consciemment. C'est pourquoi Nostradamus écrivait en énigme, non pour cacher la vérité, mais pour s'assurer que seuls ceux prêts à penser de manière critique s'y engageraient. La certitude n'était jamais son objectif, la réflexion l'était. Et la réflexion est dangereuse pour les systèmes qui dépendent de l'obéissance. Posez-vous honnêtement cette question, sans vous précipiter pour répondre. Quand le monde a-t-il semblé stable pour la dernière fois? Non pas calme, non pas paisible, mais stable. Quand a-t-il donné l'impression que l'avenir suivait un chemin prévisible plutôt qu'une série d'inconnus qui s'amplifient? Pour beaucoup, la réponse remonte de plus en plus loin chaque année. Cette sensation que quelque chose de fondamental est en train de bouger n'est pas de la paranoïa, c'est de la reconnaissance de motifs. Et c'est là que votre rôle devient clair. En vous engageant avec ce matériau, en questionnant les récits officiels sans les remplacer aveuglément par un dogme alternatif, en restant curieux plutôt que réactif, vous participez à cette lumière même que Nostradamus évoquait. Non pas comme une supériorité, non pas comme un élitisme éclairé, mais comme une conscience. C'est pourquoi des discussions comme celle-ci comptent. C'est pourquoi des conversations longues ont encore du pouvoir. Et c'est pourquoi je vous demande à nouveau de commenter ci-dessous, non avec certitude, mais avec curiosité. Qu'est-ce qui change vraiment dans le monde en ce moment, selon vous? Le pouvoir, les valeurs, l'identité, la conscience, ou quelque chose de plus profond qui n'a pas encore de mots? Et maintenant, prenons du recul pour regarder l'ensemble du tableau. Pas seulement Nostradamus, pas seulement 2026, mais ce que ce moment révèle sur la relation de l'humanité avec la prophétie, la peur et la responsabilité. Et pourquoi la prédiction la plus importante n'est peut-être pas écrite dans un texte ancien, mais en train de se déployer à travers nos choix en ce moment même. Maintenant, parlons de ce que tout cela signifie vraiment. Car après tout ce que nous avons exploré, les guerres, les transferts de pouvoir, le symbolisme,
la psychologie, l'épuisement, le délitement silencieux, il devient clair que Nostradamus n'essayait jamais d'impressionner les générations futures par une clairvoyance surnaturelle. Il n'essayait pas de prouver qu'il avait raison. Il essayait de s'assurer que nous ne manquions pas le moment que nous vivions. La plus grande méprise entourant la prophétie est la croyance qu'elle prédit le destin. En réalité, la prophétie reflète des tendances. Elle trace des trajectoires. Elle montre où mènent les choses si rien ne change. Et c'est la partie que la plupart des gens négligent. Quand Nostradamus écrivait sur des rois qui ne tomberaient pas, sur des guerres qui s'étireraient juste assez longtemps pour remodeler les sociétés, sur l'Est qui s'élève tandis que l'Ouest s'assombrit, sur la neutralité qui s'effondre et la lumière qui émerge de l'ombre, il n'était pas en train d'écrire une fin. Il exposait un motif de comportement humain qui se répète chaque fois que les civilisations atteignent un certain seuil. Ce seuil n'est pas défini par la technologie, les frontières ou l'idéologie. Il est défini par la conscience. Toute civilisation qui s'effondre se croit trop avancée, trop éclairée, trop stable pour répéter les erreurs du passé. Et toute civilisation qui se transforme commence lorsque suffisamment d'individus réalisent que la stabilité n'était qu'une illusion depuis le début. C'est la vérité inconfortable, cachée sous le drame de la prophétie. L'avenir n'arrive pas brutalement. Il arrive graduellement, déguisé en vie normale. Les gens ne se réveillent pas un matin en disant « Aujourd'hui, le monde a changé ». Ils disent que quelque chose semble différent, puis reprennent leur routine. Ils scrollent, ils s'engueulent, ils s'adaptent, ils normalisent. Et quand ils regardent en arrière, le basculement est déjà accompli. C'est pourquoi 2026 compte, non comme un jour du jugement dernier, mais comme un miroir. Il reflète les conséquences cumulées de décennies de choix, des systèmes économiques étirés au-delà de la soutenabilité, des écosystèmes informationnels fracturés au-delà de la cohérence, des structures politiques épuisées par leurs propres contradictions, des liens sociaux affaiblis par une polarisation permanente. Rien de tout cela n'exigeait une prophétie pour être anticipé. Nostradamus comprenait simplement que lorsque suffisamment de pression s'accumule sous la surface, le relâchement devient inévitable. Mais voici la partie dont presque personne ne parle. Le ver sur l'homme de lumière qui surgit après la chute des ombres n'est pas réconfortant si on interprète mal. Si vous attendez un héros qui arrive pour tout réparer, vous passez complètement à côté. La lumière, dans ce contexte, n'est pas l'autorité. C'est la clarté, c'est la conscience, c'est le refus de se laisser guider inconsciemment par la peur, l'indignation ou la loyauté tribale. Et la clarté n'est jamais centralisée. Elle se propage horizontalement, par la conversation, par le questionnement, par des individus qui choisissent de ne pas déléguer leurs pensées. C'est ainsi que commencent les vrais changements. Non par des révolutions, mais par des prises de conscience. C'est pourquoi des conversations longues comme celle-ci comptent plus que jamais aujourd'hui. Dans un monde conçu pour la distraction, la profondeur devient un acte de résistance, l'attention devient un pouvoir et la conscience devient contagieuse. Alors posez-vous honnêtement cette question, sans vous hâter de répondre. Si Nostradamus était vivant aujourd'hui, pensez-vous qu'il serait choqué par ce qui se passe? Ou attristé par à quel point tout cela est prévisible? Car peut-être la possibilité la plus glaçante de toutes n'est pas que ces prophéties se réalisent, mais qu'elles continuent de se réaliser parce que l'humanité refuse de se reconnaître en elles. Et pourtant, il y a de l'espoir ici, un espoir véritable. Pas celui qu'on vend avec des slogans ou qu'on promet par des leaders, mais celui qui émerge doucement quand les gens cessent d'attendre d'être sauvés et commencent à prêter attention. Chaque époque de bouleversement produit deux issues simultanément. L'effondrement pour les systèmes qui ne peuvent plus s'adapter et l'émergence pour ceux qui acceptent de voir autrement. De quel côté de cette ligne nous nous situerons n'est écrit dans aucun quatrain. C'est écrit dans la façon dont nous réagissons, dans la façon dont nous communiquons, dans la façon dont nous pensons,
dans la façon dont nous choisissons la curiosité plutôt que la certitude, dans la façon dont nous résistons à l'envie de déshumaniser ceux avec qui nous ne sommes pas d'accord, dans la façon dont nous restons éveillés dans un monde qui profite de notre sommeil. Et cela nous ramène à vous. Parce que regardez cette vidéo, s'engager avec ses idées, questionner le récit qu'on vous tend, ce n'est pas du divertissement passif, c'est de la participation. Que vous le réalisiez ou non, vous faites déjà partie du basculement que Nostradamus a pressenti, non parce que vous le croyez, mais parce que vous êtes prêt à vous demander ce que ces mots révèlent sur nous. Alors terminons là où cela doit vraiment se terminer, dans la conversation. Je veux que vous me disiez en commentaire ce que vous pensez être réellement en train de se dérouler en ce moment. Pas ce que disent les gros titres, pas ce que les algorithmes récompensent, mais ce que votre intuition, vos observations et votre expérience vécue vous murmurent. Ressentez-vous l'effondrement, la transformation, les deux à la fois, ou quelque chose d'entièrement différent qui n'a pas encore de nom? Et si cette vidéo vous a touché, vous a challengé, ou vous a aidé à voir le moment présent différemment, ne la laissez pas sombrer dans le silence. Likez la vidéo, partagez-la, faites-la vivre, et si vous le pouvez, laissez un super merci. Chaque signal dit à l'algorithme, et surtout à d'autres esprits, que cette conversation compte. Ceci est la zone interconnectée. Ici, on ne prédit pas l'avenir, on le reconnaît. Et rappelez-vous, la prophétie n'a jamais été l'avertissement, c'est nous qui l'étions.